Bonjour à tous. Les personnes nous rejoignent au fur et à mesure pour ce deuxième webinaire consacré au solaire thermique. Donc le premier, c'était la semaine dernière. On est sur une série de 4 webinaires les 2 prochains sont dans 2 semaines et dans 3 semaines. Euh, donc en partenariat entre Aura2E et l'INES, avec le soutien du projet européen RES-DHC. Et donc, aujourd'hui, on va parler du solaire thermique, les fondamentaux, avec, avec Julie et Alexandre Gallo, qui, qui va nous faire un point sur la réglementation thermique et le solaire thermique. Mais avant tout, je vais vous donner des consignes. Je vous prie de bien vouloir les respecter. La première, c'est évidemment de couper vos micros et vidéos quand vous n'intervenez pas, de sorte de pas que ça soit trop la pagaille, sachant qu'on a au moins 150 personnes qui vont être connectées ce matin. Vous pouvez aussi signaler si vous ne voulez pas être enregistré au moment où vous faites une intervention. Nous couperons évidemment votre intervention lors du montage pour diffusion qui sera ensuite sur la chaîne YouTube d'Aura2E. On vous demande aussi de vous renommer correctement, nom, prénom, structure, dans la mesure du possible, en cliquant sur les 3 petits points qui fait face à votre nom dans la liste des participants. Donc, si vous pouvez faire cette manipulation de sorte à ce qu'on puisse savoir quand on pose une question, qui pose la question, et de pouvoir y répondre plus facilement aussi. À propos de poser des questions, elles sont vivement conseillées. On essaiera de répondre à toutes les questions. On a à peu près réussi lors du premier webinaire. Je pense qu'on va essayer de faire aussi bien pour le deuxième. Le mieux, c'est de poser vos questions via le chat. Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez aussi me l'indiquer dans le chat en m'envoyant un message en privé. Pareil, si vous avez des soucis techniques, n'hésitez pas à m'envoyer dans le chat un message en privé. Voilà, j'ai fait le tour des consignes que je voulais vous donner pour que tout se passe bien ce matin. Et du coup, je vais laisser la parole et l'écran à Julie qui va nous faire un petit récap de la séance précédente sous format d'un petit quiz, je crois. Oui, bonjour à tous. Alors, du coup, là, je crois que c'est passé directement sur mon écran. C'est tout bon? Tout le monde voit mon écran? Oui, on voit bien ton écran. Parfait. Bonjour à tous, bienvenue sur ce deuxième webinaire. Donc, effectivement, le sommaire, on va revoir ensemble, quand on est dans les fondamentaux, on va revoir ensemble ce qui est fondamental dans le solaire thermique, c'est-à-dire les capteurs solaires thermiques. Puis on verra les différents types d'installations qui existent. On a déjà parlé lors du premier webinaire, mais je pense que c'est bien d'en reparler un peu. On parlera des performances de ces installations, donc des performances standards. Et puis après, M. Gallo nous parlera du solaire thermique dans la RE 2020, qui est un sujet assez actuel. Et enfin, comme le but, c'est quand même de vous parler de réseau de chaleur, on parlera des techniques d'intégration du solaire thermique sur réseau de chaleur. Mais effectivement, avant ça, on va voir si vous avez bien retenu ce qui a été dit la semaine dernière. Donc, première question, c'est quelle place occupe la France dans le classement des pays européens ça cache un peu. Des pays européens avec la puissance solaire thermique installée la plus importante en 2020. Vous pouvez répondre normalement au sondage. Du coup, je vais cacher ça.
Et alors, soit on est premier, troisième, sixième ou dixième. C'était pas la bonne question en Oui, premier. j'ai vu. Mais les gens répondent quand même à la bonne question. Ah, Ils répondent aux deux en ok. même temps. Ils peuvent répondre aux deux. D'accord, bien. Donc, Bah, répondez aussi à la deuxième, hein, enfin, du coup, à la première, deuxième. vous pouvez répondre effectivement à la deuxième question en Voilà. même temps. Comme ça, on dévoilera les résultats Voilà. en même Effectivement, la temps. première question, enfin, ce sera la deuxième. Le solaire thermique installé en France est fabriqué en majorité en Amérique du Sud, en Europe, en Chine ou aux États-Unis. Ok, tu me dis quand on arrête. Je Mais je vais crois qu'on a partager les 58. résultats. Donc, Alors, pour ce qui est de la première question, la réponse sixième. est plébiscitée à 52% des participants. Ouais, bah, bravo, c'est bien ça. Donc effectivement, on est sixième en classement européen des pays qui installent le plus de solaire thermique donc en Europe. Pour information, le premier pays, c'est l'Allemagne. On m'avait demandé la semaine dernière pourquoi l'Allemagne se place numéro un. Alors pourquoi on installe autant de solaire thermique là-bas? Donc effectivement, c'est toujours au niveau des politiques où il y a pas mal d'aides au niveau du solaire thermique. Et aussi, il faut savoir que là-bas, dans le neuf, donc c'est vrai qu'ici en France, dans le neuf, il n'y a pas vraiment enfin, il n'y avait pas vraiment d'incitation. On va voir ce que ça donne avec la RE 2020. Mais il faut savoir qu'en Allemagne, eux, ils avaient l'obligation d'installer une énergie renouvelable dans les maisons neuves. Donc, ce qui pouvait effectivement favoriser l'installation de solaire thermique. Le troisième, c'est l'Autriche et dixième, Chypre. Ouais. La deuxième question, où sont produits la majorité des capteurs solaires thermiques installés en France? Je ne sais pas si tu peux réafficher les résultats ou pas du tout. Est-ce que ça Ouais, s'affiche là? merci. Ouais, parfait. Donc ouais, bien. C'est bien. C'est vrai que la semaine dernière, on avait eu 50% de personnes qui répondaient l'Europe, 50% qui ont répondu la Chine. Et là, je vois que 62% ont répondu l'Europe. C'est bien ça. La majorité des capteurs solaires thermiques qui s'installent en France et en Europe sont d'origine européenne. Même si la Chine est quand même numéro un dans la fabrication de solaire thermique, ce qui s'installe en Europe reste majoritairement européen. Ok, donc comme on a vu déjà un peu la semaine dernière, on va voir qu'est-ce que c'est qu'une installation solaire thermique. Donc vous avez les chauffe-eau solaires individuels, les SAISI. Donc ça, ce sont les installations pour faire de l'eau chaude sanitaire chez le particulier. Vous avez les CESC, les chauffe-eau solaires collectifs. Donc là, c'est dans un immeuble, dans un logement collectif, on va installer une installation commune à tous les logements. Ça peut être aussi dans les hôpitaux, les hôtels, etc. Donc des installations un peu plus importantes, mais toujours pour faire de l'eau chaude sanitaire. Vous avez les systèmes solaires combinés qui font et l'eau chaude et le chauffage. Là, pareil, on peut l'avoir autant version maison individuelle que version immeuble collectif, dans les logements où il y a besoin de chauffage. Vous avez les réseaux de chaleur avec une partie solaire. Et vous avez aussi le solaire thermique sur industrie. Donc là, ce sont principalement les types d'installations où on va chauffer plutôt un fluide liquide, donc de l'eau. Il faut savoir qu'il y a des systèmes de chauffage solaire thermique sur l'air. Là, on ne va pas en parler dans ces webinaires parce que on reste quand même sur une application eau pour parler de la mise en place sur des réseaux de chaleur au final. Le but, c'est quand même d'amener là-dessus. Il faut savoir que ça existe. On peut effectivement chauffer de l'air et l'intégrer, par exemple, dans la ventilation pour amener un peu plus de chaleur. En tout cas, ces installations de solaire thermique sur fluide eau, ce qu'on retrouve dans toutes ces installations, ça va être effectivement les capteurs solaires thermiques. C'est le composant principal d'une installation solaire thermique. Et on va aussi retrouver la plupart du temps un ballon de stockage
ou en tout cas, il faut quelque chose pour stocker. Donc, pour les chauffe-eau solaires individuels et collectifs, on va avoir des ballons de stockage parce que c'est ce qui va stocker en fait l'eau chaude sanitaire, en tout cas, ce qui va permettre de chauffer l'eau chaude sanitaire. Sur des installations comme les réseaux de chaleur, on peut avoir des stockages aussi des cuves d'eau, mais on peut parfois ne pas avoir de cuve d'eau sur un réseau de chaleur parce qu'on peut stocker sur le réseau, sur l'eau du réseau. Bon, je commence déjà à aller plus loin. On parlera du stockage dans le prochain webinaire, ou celui d'après. Et donc pareil, sur le solaire thermique sur industrie, on va avoir toujours un stockage pour stocker l'énergie. Dans ce webinaire, on va parler des capteurs solaires thermiques parce que c'est quand même le fondamental du solaire thermique. Il faut savoir qu'il faut un stockage pour ce genre d'installation et ça, on le reverra dans un autre webinaire. Donc, on va reparler un petit peu, parce qu'on a vu un petit peu la semaine dernière, des technologies de capteurs solaires thermiques. Donc, il y a différents types de capteurs solaires thermiques. Donc, il y a les capteurs plans. Donc là, vous avez des capteurs à air, on peut chauffer de l'air, et vous avez des capteurs à eau. Il existe aussi les capteurs à tube sous vide. Je vais un peu redétailler après. Et après, si on passe sur des plus grandes installations, donc ça, c'est plutôt pour des installations type chauffe-eau solaire individuel ou type chauffe-eau solaire collectif. Mais si on passe sur des plus grandes installations, on peut avoir des capteurs grand champ, donc c'est des capteurs avec des plus grandes dimensions. Il faut savoir qu'il y a des capteurs plans, des capteurs à tube sous vide classiques pour la maison, l'habitat, sont des capteurs qui font entre 2 et 2,5 mètres carrés. Bon, après, on a d'autres tailles, hein, mais c'est le standard. Sur des capteurs grande dimension, on peut avoir 10-15 mètres carrés de capteurs. Et on a aussi ce qu'on appelle le solaire à concentration. On va détailler après. Les capteurs plans vitrés. Donc, les capteurs plans vitrés, ce sont les capteurs que vous retrouvez le plus souvent dans l'habitat ou sur les logements collectifs que vous verrez peut-être en toiture terrasse. Souvent, ils sont là. Donc, ce sont des capteurs qui fonctionnent à une température inférieure à 85-90 degrés Celsius. Il y en a qui peuvent monter plus haut, mais c'est en général la température qu'on utilise maximale de fonctionnement. Donc, ce sont des capteurs qui sont idéaux pour une utilisation pour l'eau chaude et le chauffage, hein, parce que l'eau chaude, vous avez besoin d'une eau à 55-60 degrés. Le chauffage, vous avez besoin de températures même moins importantes. Donc, c'est vraiment le type de capteur qu'on retrouve le plus souvent. Il se compose en fait de ce qu'on appelle d'un absorbeur. Donc, c'est ici une plaque noire ou bleu foncé qui va venir absorber la chaleur du soleil. Cette chaleur, elle va le transmettre, cette plaque, au tuyau de cuivre qui est derrière. Ce tuyau de cuivre, il contient de l'eau ou de l'eau avec du monopropylène glycol. Donc, le monopropylène glycol, c'est un antigel. C'est pour éviter effectivement que l'eau gèle dans le capteur en hiver, principalement. Donc, on l'utilise effectivement en France métropolitaine. On n'est pas obligé de s'en servir dans les pays où il n'y a pas de risque de gel. Et donc, cette eau va être chauffée par cette plaque et va circuler à l'arrière et va venir être stockée dans le ballon de stockage où va venir directement alimenter les différents postes de consommation. Donc déjà, vous avez une vitre. Donc, vous avez une vitre avec une lame d'air avant l'absorbeur, ce qui constitue un premier isolant. Et derrière les tubes en cuivre, vous avez également de l'isolant. Souvent, c'est de la laine minérale, donc de la laine de verre, laine de roche, pour éviter les pertes thermiques. Donc, voilà à quoi ressemble un capteur plan vitré. Température de fonctionnement, ce qui est important de retenir, c'est qu'on s'en sert dans les températures de 85 degrés Celsius à peu près. Ensuite, vous avez les capteurs à tube sous vide. Donc ça, ce sont des capteurs qui peuvent monter effectivement jusqu'à 120 degrés Celsius. Il existe deux types différents. Soit vous avez deux tubes, soit vous avez ce qu'on appelle un caloduc. Donc en fait, le principe des tubes sous vide, c'est que vous avez plusieurs tubes ici sur le capteur. Chaque tube, en fait, est mis sous vide. Le vide, c'est le meilleur isolant possible. Dans chacun de ces tubes, vous avez une plaque
qu'on appelle toujours l'absorbeur, cette fois sous forme d'ailettes. Donc en fait, ça va faire des tubes, on ne pourrait pas dire le diamètre, 4-5 cm de diamètre, je dirais. Et donc, vous avez donc soit 2 tubes qui viennent passer derrière cette plaque, toujours avec le fluide qui va venir être chauffé par l'absorbeur. Soit vous avez un caloduc, et donc un caloduc, c'est ce qu'on a ici. Vous avez un fluide qui va venir, qui en bas est liquide, qui va venir être chauffé, donc qui va s'évaporer. En s'évaporant, il va remonter, et en remontant, il va venir chauffer l'autre fluide qui circule dans le haut du capteur. Et du coup, en chauffant cet autre fluide, il va perdre sa chaleur et il va se recondenser. Donc effectivement, l'absorbeur, donc la plaque noire, soit vous avez des plaques noires, vraiment une ailette, donc c'est plat, c'est ce qu'on voit à peu près ici, soit vous avez en cylindrique, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait vraiment tout le tour, comme on voit ici, du tube. Donc on ne voit pas vraiment à l'intérieur, l'absorbeur est sur tout le tube. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les capteurs à concentration avec suiveur ou non, avec suiveur. Donc ça, ce sont des capteurs donc à concentration. C'est le principe en fait d'une loupe. Donc on va venir concentrer le rayonnement lumineux en un seul point et donc chauffer un seul point de manière vraiment plus importante. Donc vous en avez de 4 sortes à peu près différentes. Donc les centrales à tours ici, donc on en a parlé la semaine dernière, c'est plutôt des applications où on s'en sert pour créer de l'électricité. On peut s'en servir aussi pour créer, à la base ça crée de la chaleur, hein, donc soit cette chaleur, vu qu'elle est très importante, on peut s'en servir pour créer de l'électricité, soit on s'en sert directement. Vous avez les collecteurs de Fresnel. Donc en fait, le collecteur de Fresnel, donc quand on dit récepteur fixe, c'est-à-dire qu'en fait on a, pardon, je vais commencer par ça. Le récepteur fixe, c'est que l'endroit qui va recevoir, tout le rayonnement lumineux en un point, et il bouge pas, il est fixe. Et ce sont du coup les différents miroirs qui sont tout autour qui vont venir bouger pour éclairer ce point fixe. Donc les centrales à tour, vous avez cette tour avec le récepteur en haut qui du coup est fixe. Et autour, vous avez tous les miroirs qui vont venir s'orienter pour diriger le rayonnement vers ce point central. C'est ce qui fait qu'on arrive à monter à des températures de 1000 degrés Celsius, voire plus. Quand vous avez un récepteur fixe, mais une concentration linéaire en une seule ligne, on appelle ça un collecteur de Fresnel. Donc ici, vous avez ce qu'on voit ici, c'est une ligne qui est en fait le récepteur. Et donc, les différents miroirs ici, qui sont en dessous, en fait, vont pareil s'orienter pour diriger le rayonnement lumineux sur cette ligne qui constitue en fait le récepteur de la lumière et qui va venir récolter la chaleur et la transmettre à un fluide qui passe à l'intérieur. Donc là, on peut avoir des températures de 450 degrés Celsius. Donc, si vous avez par contre un récepteur mobile, donc là, le point qui va réceptionner toute la lumière, lui, il bouge en fonction du soleil et en même temps que les miroirs. Donc, vous avez le collecteur parabolique, donc il s'agit d'une parabole avec au milieu, donc là, le récepteur. Et donc, l'ensemble de la structure va bouger pour s'orienter en fonction du soleil. Et donc, ça va suivre la courbe du soleil. Et enfin, vous avez les collecteurs cylindro-paraboliques. Donc, les collecteurs cylindro-paraboliques, en fait, ce sont ceux que vous verrez le plus couramment. Donc, ce sont ceux qui sont le plus installés dans le monde au niveau des collecteurs, des capteurs à concentration. Et ce sont ceux qu'on peut retrouver sur certains réseaux de chaleur. Donc, les collecteurs cylindro-paraboliques, ce sont des cylindres, des morceaux de cylindre avec toujours cette ligne de réception de concentration du rayonnement. Le miroir ici va venir diriger la lumière sur cette ligne. Là, les collecteurs, ils peuvent s'orienter en fonction, là encore,
de l'orientation du soleil. Donc ça, ce sont des capteurs qui peuvent monter jusqu'à 450 degrés Celsius. Je n'ai pas parlé effectivement dans les différents cas, mais vous avez d'autres types de capteurs qui existent. Les capteurs plans vitrés sous vide qui allient le capteur plan plus le fait qu'on ait au lieu d'une lame d'air du vide au milieu. Il existe aussi d'autres améliorations possibles de capteurs qui en changent un peu les propriétés. Donc pour vous montrer un peu les applications sur des réseaux de chaleur, ici vous avez un réseau de chaleur avec des capteurs plan vitré, donc le réseau de chaleur de Ponce. Donc voilà à quoi ça ressemble un champ capteur de capteur plan vitré classique. Donc là vous avez 1800 mètres carrés de capteurs. Sur un réseau de chaleur, on peut aussi retrouver des capteurs à tube sous vide. Donc, c'est le cas du premier réseau de chaleur qui s'est fait en France à Balma. Donc, vous retrouvez ici. Donc là, vous voyez bien ici tous les petits tubes du capteur. Et on peut aussi mettre du capteur à concentration, donc comme le réseau de chaleur de Saint-Christol d'Albion, et qui est équipé effectivement avec des capteurs cylindro-paraboliques à concentration. Donc là, c'est ce que je disais, ici vous avez le récepteur linéaire et là on voit bien le rayonnement lumineux ici qui est dirigé sur ce tube et dans ce tube on a l'absorbeur avec le fluide qui passe au milieu, qui peut être de l'eau mais qui peut aussi du coup se transformer en vapeur parce qu'on va monter sur des températures plus importantes. Très bien. Avant que tu passes au chapitre suivant, j'ai une question qui vient de Anne-Laure Michel de Innovia qui nous dit la société Naked Energy propose un tube sous vide 2 en 1 photovoltaïque plus thermique. Qu'est-ce que vous en pensez? Tube sous vide plus photovoltaïque, c'est ça? Je ne connaissais pas. J'avoue que j'aimerais bien me renseigner pour savoir ce que ça donne. À savoir où est la partie photovoltaïque, où est la partie thermique. Mais effectivement, ça, on en a parlé dans le premier webinaire de la technologie du PVT, donc photovoltaïque et thermique. Donc, ce sont des capteurs qui peuvent faire les deux. Donc, il y a une partie photovoltaïque, donc vraiment, il y a une partie capteur photovoltaïque et il y a une partie thermique. Mais là, j'avoue que cette technologie, cela, tube sous vide plus photovoltaïque, je ne connaissais pas, donc je ne peux malheureusement pas trop donner mon avis là-dessus. Bon, bientôt sur le banc d'essai de l'INES, alors. Et ben, pourquoi pas, ouais, je note. Une autre question, est-ce que on peut détailler le fonctionnement du collecteur dans les capteurs plans vitrés, de l'absorbeur, pardon, dans le capteur plan vitré? C'est-à-dire le détail du fonctionnement ici. Voilà. Donc, comment il fonctionne pour absorber les calories, je suppose, D'accord. les paramètres qui vont peut-être aussi influer Mm. sur la qualité de l'absorbeur, je pense. Alors, ce qui influe sur la qualité de l'absorbeur, en fait, ça va être... en fait, déjà, je pense que ça, vous l'avez tous remarqué, quand vous avez une surface noire, forcément, vous avez plus chaud. Le noir absorbe plus la chaleur et le rayonnement. Donc, le but, c'est d'avoir une plaque avec la plus foncée possible pour plus récupérer l'énergie. Donc là, c'est le facteur d'émissivité Ah, j'ai perdu le mot. De savoir si sa capacité à absorber l'énergie. Après, ce qui va avoir un impact, effectivement, c'est tout ce qui est perte dans tous les sens. Donc, les pertes d'absorption, les pertes de convection, de conduction. Donc, en fait, c'est tout ce qu'on évite avec le fait de mettre un isolant. L'isolant, c'est ce qui va permettre de retenir la chaleur et de ne pas qu'elle s'échappe. Je ne sais pas si je réponds du tout à la question parce que le fonctionnement d'un absorbeur, c'est vraiment, en fait, la plaque noire va être chauffée par le soleil parce que c'est sa capacité, le fait qu'elle soit foncée à capter la chaleur.
Et après, en fait, c'est juste le fait que ce soit collé avec le tube en cuivre. Et après, c'est leur propriété de transmission de l'énergie qui fait qu'elle se transfère entre les deux. Et donc après, où il y a permettre le transfert avec le fluide qui est à l'intérieur. Alors, Je ne sais pas si je réponds. j'ai d'autres questions en attendant. Si la personne veut préciser sa question, elle pourra le faire. Sur les ordres de rendement, les ordres de coût des différents types de capteurs. Ça, c'est compliqué, c'est difficile à dire. Effectivement, en général, plus la technologie est simple et moins elle coûte cher. Donc forcément, c'est aussi, je pense, pour ça que le capteur plan vitré se développe beaucoup. C'est parce que il est plutôt simple, ce sont des matériaux assez simples à assembler. Mais c'est aussi pour ça qu'il ne monte pas aussi haut en température. En fait, plus la technologie est élaborée en général, et plus on arrive à avoir des températures plus hautes et des performances plus importantes à certains niveaux de température. Après, il faut toujours évaluer quand on fait un projet, de savoir quelle est la pertinence de telle ou telle technologie. Vous allez avoir une technologie qui va peut-être moins produire parce qu'elle va être moins efficace, mais qui sera moins chère et qui, du coup, vous allez avoir un bon rapport qualité-prix, en fait. Mais par contre, dans certains cas, vous allez quand même avoir besoin de plus haute température ou en tout cas d'un fonctionnement plus efficace. Et donc, dans ce cas, des technologies qui sont plus chères mais qui ont un meilleur rendement seront à évaluer plus précisément. Ça va vraiment dépendre du projet et de l'application. Ordre de grandeur de prix, je ne pourrais pas vous en donner parce que ça dépend vraiment du fabricant, de la taille du capteur, de la surface que vous allez installer. Parce que il y a toujours cet effet d'échelle. Si vous en achetez plus, ça va vous coûter moins cher. Donc c'est difficile à dire au niveau ordre de grandeur des prix. Mais effectivement, forcément, des capteurs plan vitré vont être en général moins chers que des capteurs tubes sous vide ou des capteurs à concentration parce que c'est quelque chose de plus simple à produire. Par contre, suivant les applications, vous ne pourrez pas vous en servir partout. Alors, une question sur est-ce qu'il est possible de remplacer la lame d'air d'un capteur plan par une lame de vide? Oui, du coup, c'est ce que je disais, effectivement, vous avez ce capteur-là. Ce que je ferais, c'est que je rajouterai un diapo sur cette technologie pour la diffuser. Je ne sais pas si après les diapos sont disponibles, mais je la rajouterai. Oui, elles le sont. Ouais, là, je la rajouterai. Donc, vous avez ce type de capteur. C'est le principe d'un capteur plan vitré, mais effectivement, la lame d'air a été remplacée par une lame de vide. Alors, si ça se voit, vous voyez, il y a des petits picots en fait ici. En fait, forcément, vu que vous avez du vide, vous avez le risque que la vitre s'écrase sur l'absorbeur. Donc, du coup, d'où ces petits picots qui retiennent en fait la vitre. Voilà. Donc oui, ça existe et du coup, on peut monter à des températures plus importantes. Donc les capteurs plan vitré peuvent monter jusqu'à 90 degrés, maximum 140 degrés. Les capteurs plan vitré sous vide peuvent monter jusqu'à 180 degrés Celsius pour ce fonctionnement. Alors ensuite, j'ai des questions sur... je vais prendre ces deux dernières questions et puis après, on va enchaîner parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Sur les coûts de maintenance, du coup, et leur durée de vie des différents types de capteurs, est-ce que c'est similaire? Les durées de vie, oui, sont similaires. Après, c'est toujours pareil. S'il y a un bon entretien, la durée de vie standard, on dit que c'est 20 ans, mais si ils sont bien entretenus, ils peuvent durer bien plus longtemps, hein, voire 50 ans, voire plus. Au niveau maintenance, des capteurs plan vitré, des capteurs tubes sous vide sont plus simples de maintenance que des capteurs à concentration, bien que maintenant, il y ait des belles évolutions sur ces technologies. Après, la partie maintenance, effectivement, c'est pas la même. Les capteurs thermiques sont moins sensibles à la saleté que du photovoltaïque. C'est moins important. Bon, il n'empêche que c'est quand même mieux de les nettoyer une fois de temps en temps. Et sinon, à part ça, en fait, ce qui va le plus endommager les capteurs, à part les intempéries, mais si vraiment vous avez des grosses intempéries, ça va être l'entretien en fait du circuit intérieur hydraulique et donc bien gérer, bien surveiller tout ce qui est pression de l'installation parce que si vous avez des surchauffes du fluide assez importantes dans les capteurs,
Donc, sur des capteurs à concentration, ce n'est pas grave parce qu'ils sont prévus pour. Par contre, des capteurs plans, des capteurs tubes sous vide, ce n'est pas prévu et ça peut endommager les capteurs. En fait, toujours se référer à ce que prévoit le fabricant en condition de travail des capteurs. Et après, bah, ouais, je suis désolée, niveau maintenance, l'entretien standard, ça va être vraiment de gérer plutôt le bon fonctionnement du circuit pour être sûr que les capteurs fonctionneront le plus longtemps possible. J'avais une dernière question justement par rapport à des capteurs qui auraient caramélisé, dont le glycol aurait caramélisé. Est-ce qu'ils sont encore utilisables ou est-ce qu'ils sont foutus? Il faut vérifier. En fait, ils peuvent être encore utilisables. Il faut savoir que si un capteur il surchauffe une fois de temps en temps, une fois, 2 fois par an, ça peut arriver, c'est pas grave. Par contre, si votre capteur il surchauffe pendant 6 mois non-stop, tous les jours, donc que tous les jours ça caramélise et qu'en plus on laisse comme ça sans rien faire, effectivement, ça peut l'endommager. Donc en fait, ce qui doit être fait, c'est de vider le circuit du caramel qu'il y a dedans. Donc ça, c'est ce que devient l'eau avec le glycol quand il y a des surchauffes. Il faut procéder à un nettoyage du circuit. Le webinaire sur le solaire. Je crois qu'il y a quelqu'un qui devrait couper son son. Mais donc, il faut procéder au nettoyage du circuit capteur. Donc ça, il y a des produits qui sont adaptés. Donc, on fait circuler ce produit-là qui va venir nettoyer. Et donc, normalement, si ça nettoie bien, ça enlève tous les petits… en fait, le fluide caramélisé, ça peut faire des petits morceaux, des petits bouchons dans les capteurs. Et donc, une fois qu'il est bien nettoyé, on remplit les capteurs et en fait, on vérifie qu'il n'y a pas de fuite. Si vous avez toujours une perte de pression, ça peut indiquer qu'il y a des fuites. Et donc, s'il y a des fuites, ça veut dire que le capteur, vous trouvez c'est la fuite à un autre endroit, soit si ça vient des capteurs, effectivement, là, il faut changer le capteur. Il y a effectivement, même après un nettoyage, il y a des bouchons qui peuvent rester dans les capteurs. Là, vous voyez, c'est des petits tuyaux, en fait, ici, dans les capteurs plans vitrés. Et donc, ces petits tuyaux-là, s'il y en a un qui est bouché, bah, ça peut baisser le rendement du capteur. Mais en fait, il faut procéder au nettoyage des capteurs, remettre du fluide et si ça n'a pas provoqué de fuite, dans ce cas, les capteurs sont réutilisables. Par contre, si ça a entraîné trop de contraintes et que ça produit des fuites, là, effectivement, il faut changer les capteurs. Très bien, on peut embrayer du coup. Alors, les systèmes solaires et leurs performances. C'est très difficile de dire précisément les performances des installations. Ça va dépendre des besoins énergétiques, de la surface capteur qui est installée et de la technologie qu'on choisit. Comme j'ai dit, effectivement, suivant la technologie, les performances ne sont pas les mêmes. Et ça dépend aussi des températures de fonctionnement du circuit. Et ça dépend aussi du volume de stockage installé. En effet, en fait, quand on parle de performance d'une installation solaire thermique, on est sur l'énergie solaire utile, donc c'est-à-dire l'énergie solaire, l'eau chauffée qui est utilisée dans le circuit. Contrairement à du photovoltaïque où tout ce que vous produisez, vous allez le réinjecter sur le réseau et du coup, vous allez le voir apparaître en production et en gain parce que ça va être réinjecté et utilisé. Si ce n'est pas vous qui l'utilisez, ça va être utilisé ailleurs. Dans le cas de l'autoconsommation, là, par contre, c'est un peu différent, mais on va partir sur ce cas-là. Dans le solaire thermique, on est 100% en autoconsommation. Donc, ça veut dire que ce qu'on va considérer dans les performances, c'est ce qui va être utilisé. Si ce n'est pas utilisé, en fait, on ne compte pas dans les gains. Donc, en général, les ratios standards de dimensionnement donnent les taux de couverture de besoin que vous avez en dessous. C'est-à-dire que pour un chauffe-eau solaire individuel, une installation standard permet de couvrir 30 à 60% des besoins de la maison, du logement en eau chaude sanitaire. Sur un système solaire combiné, on est de 30 à 70%. Là, c'est sur les besoins d'eau chaude et de chauffage, parce qu'avec un système solaire combiné, on va couvrir l'eau chaude et le chauffage. Sur les réseaux de chaleur et solaire sur industrie, les parts peuvent paraître plus petites, mais c'est aussi parce qu'on est sur des plus grandes installations. Donc, forcément, si on a des plus grandes installations, si on veut couvrir la même part de taux de couverture des besoins, il va falloir des surfaces vraiment énormes.
Donc, en général, sur les installations qui existent actuellement, on est sur des taux de couverture, on vise des taux de couverture entre 5 et 20% des taux de couverture des besoins, sachant qu'on est sur des besoins annuels. Ça veut peut-être dire sur certaines installations qu'on va réussir à couvrir 90%, voire peut-être 100% des besoins en été. Et les installations, ça peut-être que 50% en été, mais en tout cas, sur l'année, on couvre 5 à 20% des besoins. Ce qu'on appelle la production solaire utile, c'est quelle est la quantité d'énergie en kilowattheure que produit un mètre carré de capteur. Et donc là, c'est pareil, on a des standards et aussi des choses qui sont demandées par l'ADEME au niveau des aides. On en reparlera sûrement au prochain webinaire, de ratio de production de ces installations standards en kilowattheure par mètre carré de capteur. En fait, ce qu'il faut vraiment voir, c'est qu'il faut trouver l'équilibre entre taux de couverture et productivité solaire par mètre carré de capteur. Parce qu'en fait, si vous augmentez le taux de couverture des besoins, ça veut dire que vous installez plus de mètres carrés de capteurs, mais ça veut dire que c'est difficile à expliquer cette notion-là, mais en gros, plus vous augmentez votre surface en mètres carrés de capteur, plus vous allez viser l'autonomie en solaire et un taux de couverture important, et moins votre productivité capteur va être importante. Parce qu'on va moins se servir de cette grande surface de capteur. Alors que si votre surface de capteur est très petite et que vous avez des gros besoins, là, les capteurs ils vont marcher à fond pour donner le moindre petit kilowattheure qu'ils vont pouvoir. Donc, ils vont être plus rentabilisés. Alors que si vous visez un taux de couverture des besoins important, en fait, vous allez avoir une grande surface capteur, mais il y a sûrement un moment où, en fait, dans l'année, sûrement en été, vous n'allez pas avoir besoin de toute cette surface, où en fait que la moitié de la surface aurait suffi pour couvrir tous les besoins. Et donc, du coup, si on fait le ratio productivité en kilowattheure par mètre carré, elle va diminuer. Quand on fait du dimensionnement d'installation, on va chercher le bon compromis entre les deux pour avoir la rentabilité la plus importante. Après, par contre, ça dépend de votre objectif. Il y en a, leur objectif, c'est d'être autonome en solaire. Donc, dans ce cas, on va viser un taux de couverture très important. Et on ne va pas chercher cet optimum entre installation, productivité capteur et taux de couverture des besoins. Mais si on veut chercher vraiment le dimensionnement standard, en fait, c'est chercher le bon ratio, enfin, le bon rapport entre productivité et taux de couverture des besoins. Et du coup, s'il y a des questions, je vais peut-être y répondre, mais je pense qu'on va passer à la présentation de M. Gallo sur le solaire thermique dans l'ARE 2020. Juste une question. Y a-t-il un risque de surchauffe des capteurs en été si la surface est trop grande au regard des besoins? Question. Oui, il y a un risque de surchauffe, mais si vous dimensionnez correctement un stockage, si vous mettez un stockage qui permet d'emmagasiner toute cette énergie, alors c'est bon. Si vous regardez les systèmes solaires combinés, c'est des installations où on va mettre beaucoup plus de capteurs qu'un chauffe-eau solaire individuel parce que le but du système solaire combiné, c'est aussi de faire du chauffage. Par contre, on est d'accord que du coup, si pour un chauffe-eau solaire individuel, vous avez besoin de 4 mètres carrés, si pour un système solaire combiné, vous mettez 20 mètres carrés, en été, vous n'avez pas besoin de chauffage. Donc, ça veut dire que vous avez 16 mètres carrés en trop. Mais ce n'est pas grave parce qu'il est prévu dans ces systèmes-là un stockage plus important pour emmagasiner toute cette énergie et pour éviter la surchauffe. Après, on l'a vu effectivement dans l'autre webinaire. Donc, ceux qui n'ont pas vu pourront regarder. Chaque fabricant a son système de gestion des surchauffes et il en existe plusieurs. Donc, en fait, du moment qu'une installation est bien dimensionnée, que le stockage est bien dimensionné et qu'il est prévu toutes les sécurités requises et surtout une bonne maintenance, il n'y a pas de risque de surchauffe. Excusez-moi. Donc, depuis le début de l'année, on a une nouvelle réglementation qui ne s'appelle plus réglementation thermique, mais maintenant réglementation environnementale, depuis le 1er janvier 2022, pour tous les logements collectifs et les maisons individuelles. Pour les bâtiments de bureaux, d'enseignement primaire et secondaire, c'est depuis le 1er juillet 2022. Et puis, pour le reste de tous les autres bâtiments, y compris les extensions
de bâtiments qui sont encore soumis à l'RT 2012, ce sera à partir du 1er janvier 2023. Les grandes… on bouscule un peu les principes de construction, enfin de réalisation des bâtiments aujourd'hui avec cette nouvelle réglementation. Et c'est pour l'objectif étant de réduire les émissions de gaz à effet de serre et répondre aux engagements de la France sur les accords de Paris. Je vais passer à la suite. Donc les grandes lignes pour suivre la baisse des consommations dans les bâtiments neufs. C'est pour ça qu'effectivement le solaire et les énergies renouvelables sont de plus en plus intéressantes pour respecter cette réglementation. Avoir une énergie qui est la plus décarbonée possible, diminuer l'impact des bâtiments neufs en prenant en compte l'ensemble des émissions du bâtiment. Donc ça, c'est ce que vous verrez sur ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie. C'est pourquoi on l'appelle réglementation environnementale aujourd'hui. Et bien entendu, construire le plus souvent avec du bois ou des matériaux biosourcés permettra d'avoir des bonnes valeurs sur ces analyses de cycle de vie. C'est pour ça qu'on bouscule un peu les façons de construire. Les bâtiments aujourd'hui aussi vont respecter le confort d'été, ce qui n'était pas forcément le cas dans celle d'avant, puisqu'il y avait juste une mesure, mais pas d'obligation. Et puis, disparition aussi du gaz d'ici 2024, du chauffage au gaz. Ensuite, voilà, donc les trois grandes lignes. Alors déjà, la prochaine réglementation sera en 2030 et il est prévu 3 jalons, donc 2024, 2027 et après 2030, qui à chaque fois rehausseront les exigences de cette réglementation. Donc les 3 principaux axes à retenir, donc, je vous le disais, c'est maintenant l'analyse de cycle de vie qui devient obligatoire pour recourir donc, à des modes constructifs peu émissifs, et l'utilisation de matériaux biosourcés ou du bois. Consommer moins d'énergie et de l'énergie plus décarbonée. Donc, effectivement, il y avait déjà une obligation d'utiliser des énergies renouvelables en RT 2012, mais aujourd'hui, ça va devenir de plus en plus important d'utiliser beaucoup d'énergie renouvelable. Et donc, garantir la fraîcheur l'été, puisque aujourd'hui, on a une valeur qui n'est pas uniquement mesurée, mais une obligation de résultat sur le confort d'été. Donc, sur la suivante, vous voyez tous les indicateurs qui sont contrôlés dans la réglementation, que vous verrez sur les copies d'écran, que le BBio et CEP qui existaient déjà dans l'RT 2012. On en a un nouveau qui s'appelle CEP-NR, consommation d'énergie primaire non renouvelable. Plus vous allez mettre des énergies renouvelables et plus cette valeur va diminuer. Ce fameux degré heure d'inconfort qui est donc le confort d'été, qui a une valeur aussi qu'on ne doit pas dépasser. Et puis les analyses de cycle de vie avec les 2 autres indicateurs que sont IC énergie, donc impact sur le changement climatique pour l'énergie primaire consommée, et IC construction sur tous les composants qui sont dans la maison, donc les systèmes constructifs, mais aussi les systèmes de chauffage et de chaude sanitaire. On va passer à la suite. Donc voilà, en quelques mots, ce que c'est que l'analyse de cycle de vie. Donc c'est pouvoir comparer la pression d'un produit sur les ressources et l'environnement tout au long de son cycle de vie, de l'extraction de la matière première à sa fabrication, la livraison, la phase d'exploitation, d'utilisation dans un bâtiment, la fin de vie et éventuellement le recyclage ou non d'un produit. C'est la suite. Donc là, vous retrouvez les 13 lots qui constituent l'analyse de cycle de vie. Le premier étant tout ce qui est voirie et réseau. Le lot 2 à 7 qui sont tout le bâti, donc le système constructif, les types de menuiserie extérieure, les revêtements de sol, de plafond, les peintures, placos, etc. Les lots 8, tout ce qui est chauffage, ventilation, refroidissement. Le lot 9, c'est tout ce qui est sanitaire. Le lot 10, courant fort. Le lot 11, courant faible. Ensuite, le lot 12, c'est tout ce qui est ascenseur, escalier mécanique, qui est effectivement une nouveauté qu'il faut saisir aujourd'hui.
et le lot 13, qui est la production d'électricité, si on en a. Ensuite, donc là, vous voyez quelques copies d'écran du logiciel que moi j'utilise. Pour faire une analyse de cycle de vie, on utilise des fiches FDES, fiches de déclaration environnementale et sanitaire d'un produit. Et on a à notre disposition 4 types de fiches différentes, soit une fiche individuelle que vous voyez en vert, soit des fiches collectives par défaut ou conventionnelles. La plupart du temps, malheureusement, quand un fabricant n'a pas créé son produit, dans la base INIES, qu'on appelle, on n'a pas de fiche individuelle, donc il est moins bien valorisé et on n'a malheureusement qu'une fiche par défaut. Donc on voit sur ce slide-là, on voit Roxiel, c'est un type d'isolant. Le fabricant, il a une fiche individuelle et vous voyez en bas marqué CO2, 13,1, c'est la valeur que dégage le produit pour sa fabrication, son utilisation et sa fin de vie. On voit la mise à jour. Donc, il y a aussi des produits qui sont régulièrement mis à jour, et heureusement. Alors, on peut passer à celle qui suit. Donc là, vous voyez justement la partie solaire qui, malheureusement, n'est pas très fournie pour l'instant. Donc, on a 3 fiches par défaut et une seule fiche pour l'instant pour le capteur qui est collective. J'ai regardé avant de recommencer. Donc, vous voyez, la fiche par défaut est à 241 kg équivalent CO2, alors que la fiche collective est qu'à 220 pour l'instant. Donc, il n'y a pas encore beaucoup d'écart. Donc, voilà, le fait est que la valeur est plus importante que l'isolant que vous avez vu tout à l'heure, parce que sur un capteur solaire, on a de l'acier, enfin du métal, et c'est ce qui effectivement pénalise un peu dans les calculs. Sur la suivante, donc, vous allez voir 4 exemples de 2 maisons différentes. Une maison qui se trouve, la première là, à 650 mètres d'altitude, et la seconde qui est en montagne à 1150 mètres d'altitude. Donc, cette maison poêle à bûche et chauffe-eau solaire individuel pour la production de chaude sanitaire. Donc, tous les indicateurs que vous voyez en vert, c'est tous les nouveaux indicateurs ou ceux qui existaient déjà. En bas à gauche, garde-fou, c'est les exigences qui sont obligatoires à respecter en réglementation. Et en bas à droite, effectivement, si tous les indicateurs sont en vert, le projet est conforme à la réglementation en vigueur. Et vous voyez en haut à droite donc les indicateurs en vert, donc IC construction et IC énergie en fonction des systèmes qu'on a mis. Donc CEPNR, celui-ci, là, donc un chauffe-eau solaire individuel, donc il est assez faible. Si on passe à la diapo suivante, le même projet que le client avait demandé de tester qu'un chauffe-eau thermodynamique, vous voyez que le CEPNR a augmenté, même si le projet reste toujours conforme. Donc voilà, on fera une petite analyse sur les 4 à la fin. Le diapo suivant, là le client, lui, voulait un système solaire combiné, donc pour faire son chauffage et son eau chaude sanitaire, puisque à 1150 mètres d'altitude, des fois on est mal orienté, mais des fois on a une très bonne orientation et un très bon ensoleillement. Donc c'était son cas. Donc vous voyez que le CEPNR, il est vraiment très faible. Le IC énergie aussi a bien diminué. Et ensuite, si on le passe au diapo suivant, il a voulu tester avec une pompe à chaleur. Donc la pompe à chaleur, le CEPNR évidemment a augmenté puisque la consommation est plus importante. Ce qu'on va voir après sur le slide qui va te suivre, c'est que sur le IC énergie, voilà, malheureusement, le moteur de calcul de l'État, effectivement, ne valorise encore pas assez bien le solaire comme il devrait l'être sur ses réelles performances. Donc, comme on le voit sur ces solutions-là, sur le résumé, bien, vous voyez que sur le CEPNR, on permet de gagner beaucoup de points avec un système solaire combiné, mais que pour l'instant, effectivement, le IC construction, alors là, c'est normal puisque dans une pompe à chaleur ou dans du solaire, vous allez avoir, à mon avis, autant d'acier, enfin en tout cas de métal,
pour fabriquer la pompe à chaleur que pour fabriquer des ballons et des capteurs. Donc, effectivement, le IC Construction, il est presque identique. Sur la maison 1, effectivement, un chauffe-eau thermodynamique, on n'a pas les panneaux, donc on a une valeur qui est un petit peu plus faible. Par contre, voilà, sur l'IC Énergie, sur la maison 1, effectivement, on est mieux avec du chauffe-eau solaire individuel. Et sur la maison 2, malheureusement, effectivement, une pompe à chaleur, c'est là que je trouve que ce n'est pas très réaliste parce que du solaire thermique permettra, bien entendu, de consommer moins, en tout cas, d'énergie électrique pour faire du chauffage, puisque dans un système solaire, on n'a pas beaucoup d'électricité par rapport à une pompe à chaleur, même si dans la solution 1, il y avait aussi une cheminée. Donc voilà. Et ce dernier slide, qui est une étude qui avait été faite par Enerplan sur diverses solutions, donc confirme un peu ce que je vous ai dit avant, effectivement. Donc, vous voyez les solutions, à chaque fois qu'il y a des appoints en gaz, et ben, effectivement, au niveau IC Énergie, on n'est pas très bon parce qu'on respecte moins bien avec du gaz et c'est la même chose sur la partie électricité. Alors, sur la partie que vous voyez marquée BBio RE 2020 ou RE 2020 moins 20 ou moins 40, c'est bien des valeurs CEP, donc consommation d'énergie primaire, qui sont données là ici. Et les trois systèmes, les trois colonnes, pardon, c'est une maison BBio RE 2020 classique, une qui est un peu mieux conçue ou mieux isolée en tout cas, et moins 40, ça veut dire que c'est quelque chose qui est très, très performant. Donc, pour pouvoir mettre du chauffage électrique aujourd'hui, en tout cas dans notre région en montagne, c'est très compliqué. Mais on est obligé vraiment de faire des maisons qui sont très, très isolées pour faire passer certaines solutions. Alors qu'avec des énergies renouvelables, de toute façon, l'obligation d'énergie renouvelable est toujours présente. Mais effectivement, quand vous avez du solaire, quand vous voyez les valeurs, on n'est pas obligé d'avoir non plus des maisons qui sont surisolées, même si sur certaines orientations, effectivement, en tout cas en montagne, on peut aller jusqu'à des fois 300 mm d'isolant dans les murs pour que la maison puisse passer déjà au niveau du BBio, donc de la première partie. Et ensuite, les énergies qu'on utilise, ça n'a pas trop changé. Plus vous allez mettre d'énergie renouvelable, et plus votre projet va passer assez facilement. Donc, le solaire est de plus en plus facile, en tout cas. Enfin, il n'y a pas de. Quand je vois la colonne là, simulable, j'ai vu, c'est marqué non. Normalement, on n'a pas de solution qui n'est pas simulable. Mais en tout cas, le solaire est assez facile, pour faire passer le projet, pardon. Pas toujours facile à saisir, parce qu'il n'est pas très reconnu dans le moteur de calcul. Mais quand on connaît bien ces logiciels, effectivement, on arrive à faire passer du solaire thermique. Voilà. Donc, en conclusion de votre intervention, si j'ai bien tout suivi ce que vous avez présenté, les pompes à chaleur sont la solution on va dire, qui va faire la solution par défaut de la réglementation thermique RE 2020, en gros, et le solaire, malgré tout, s'en tire pas trop mal, c'est ça? Le solaire va s'en tirer de mieux en mieux, en tout cas par rapport déjà à l'RT 2012. Malheureusement, comme vous le dites, la pompe à chaleur, c'est une solution qui est un peu par défaut déjà sur la RT 2012 et sur la RE 2020, ce qui est dommage. On aurait préféré qu'effectivement, des bureaux d'études comme moi qui sont assez solaires, de pouvoir valoriser un peu mieux le solaire, parce que si demain tout le monde met des pompes à chaleur chez soi, déjà qu'on n'a pas assez de centrales nucléaires pour produire l'électricité, comment on va faire? Ça va être assez compliqué. Je ne parle même pas des rénovations. Si tout le monde change sa chaudière gaz ou fioul par des pompes à chaleur, donc effectivement, le solaire est de plus en plus intéressant. Le soleil, il se lève tous les jours, il est gratuit. Encore aujourd'hui, il est assez généreux et on va faire du chauffage gratuit, quoi. Ce n'est pas forcément le cas c'est pas du tout le cas de la pompe à chaleur. On a toujours une petite partie d'électricité.
Donc, effectivement, les résultats dans les moteurs de calcul ne valorisent pas encore assez bien le solaire thermique. Et un des points d'amélioration, si j'ai bien compris, c'est que les fabricants renseignent leurs fiches FDES. Alors ça, effectivement, c'est encore un petit peu mou depuis le début de l'année. On a beaucoup de fabricants qui renseignent leurs produits sur les isolants, un peu le sanitaire, des choses sur l'électricité aussi. Mais sur certaines parties du chauffage, où on l'a vu là sur le solaire, on a peu de fabricants qui s'y sont mis à créer leurs fiches individuelles. Donc nous, pour faire des calculs d'analyse de cycle de vie, il faut bien utiliser quelque chose, une valeur. Donc on prend des fiches par défaut qui effectivement pénalisent des fois le projet. On pourrait gagner facilement des points si les fabricants font des fiches individuelles ou collectives. Ça a été le cas sur certains fabricants de chauffage, des marques de chauffage. Ça a été le cas sur des pompes à chaleur. Plusieurs fabricants de pompes à chaleur se sont réunis pour faire une fiche collective qui était plus intéressante qu'une fiche par défaut, qui des fois peut pénaliser le projet de 30%. Alors, j'en profite aussi pour parler du site Socol. Donc, c'est solaire-collectif.fr. Donc, c'est une ressource en accès libre et gratuit que vous retrouverez, où vous retrouverez un grand nombre d'informations de livrets techniques. Donc, c'est un site qui est alimenté. Donc, il y a des groupes de travail qui sont faits entre tous les professionnels du solaire pour proposer des guides pour les maîtres d'ouvrage, pour les concepteurs, etc. Donc, vous avez le lien ici. Et donc là, on va passer donc, à un autre moyen d'intégrer le solaire dans le logement, dans les bâtiments, que de faire une installation propre au bâtiment, c'est d'intégrer le solaire sur les réseaux de chaleur. Donc, on va voir comment techniquement on peut le faire et on parlera dans le prochain webinaire de la suite. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'une installation solaire sur réseau de chaleur? Donc, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas les réseaux de chaleur, pour rappel, vous avez une centrale de production, donc une grosse chaufferie qui va délivrer de la chaleur, souvent entre 70 et 100 degrés, parfois moins, et c'est tant mieux, aux différents bâtiments de la collectivité ou du lieu où il y a la centrale de production. Quand on veut mettre du solaire, il y a deux solutions. Soit on met une installation solaire centralisée, donc c'est-à-dire qu'en fait, le champ solaire est situé au niveau de la chaufferie du réseau de chaleur. Et donc, on fournit directement la chaleur au niveau de cette chaufferie. Soit c'est sur un autre bâtiment du réseau de chaleur, mais la chaleur qui vient des capteurs est renvoyée dans la chaufferie collective, dans la chaufferie du réseau de chaleur, avant d'être renvoyée dans les différents bâtiments par son circuit classique. On peut à ça ajouter un stockage journalier ou intersaisonnier qui va être à côté du champ ou dans la chaufferie. Voilà. Vous retrouvez aussi des installations, comme je l'ai dit au début, sans stockage parce qu'en fait, il est possible de stocker la chaleur directement dans l'eau qui circule dans le réseau de chaleur. Ensuite, vous avez les installations solaires décentralisées. Donc, les installations solaires décentralisées, vous avez toujours ce champ solaire qui va être cette fois éloigné en fait, de la chaufferie principale du réseau de chaleur et qui va donner sa chaleur au réseau de chaleur, mais directement sur le point d'injection du réseau. Donc, ça peut être sur un des bâtiments qui est alimenté par le réseau de chaleur, ou ça peut être sur la route de ce réseau de chaleur. Et dans ce cas, on va venir faire le lien entre le solaire et le réseau de chaleur. Pareil, on peut toujours avoir un stockage journalier ou intersaisonnier pour ce genre d'installation.
Ensuite, on a 3 types de raccordements sur le réseau. C'est comme on l'a vu là, le solaire, il vient s'injecter sur le flux du réseau de chaleur. Mais du coup, on a 3 types de raccordements. On a ce qu'on appelle l'injection départ-départ. C'est-à-dire que là, on va venir prendre le flux chaud du réseau de chaleur, on va venir encore plus chauffer par les capteurs solaires thermiques et on va venir le réinjecter et ça va alimenter les différents bâtiments. On a ensuite l'injection retour-départ, c'est-à-dire qu'on va prendre de l'eau dans le flux froid qui retourne à la chaufferie, on va en prélever et on va le faire réchauffer par les capteurs solaires thermiques. Et ce qui est réchauffé va être réinjecté dans les différents bâtiments en tant que source chaude. Et le troisième, c'est l'injection retour-retour, c'est-à-dire qu'on prend le froid du réseau de chaleur, donc ce qui revient des bâtiments qui sont chauffés, et qui est donc refroidi parce que ça a déjà alimenté une partie des bâtiments. On va le faire réchauffer par les capteurs. Et ensuite, ce flux chaud réchauffé par les capteurs va être renvoyé en chaufferie, parce qu'on va toujours le renvoyer dans par le tuyau froid du réseau de chaleur. Et ça va venir être ensuite réchauffé par la chaufferie et réinjecté dans le chaud pour réalimenter les différents bâtiments. Ces 3 types de raccordement, ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Souvent, le retour départ-départ, le problème, c'est qu'on augmente la température, c'est pas un problème, on augmente la température du circuit aller, mais ça veut dire que les capteurs vont fonctionner à plus haute température. Et donc, comme on l'a vu, selon les types de capteurs, ça peut être problématique de les faire fonctionner à trop haute température. On dit qu'en général, les capteurs fonctionnent bien mieux à basse température. Donc forcément, si vous avez une température, vous fonctionnez à une température plus importante, les capteurs vont moins bien fonctionner. Ou alors, il faut prendre des technologies qui, elles, fonctionnent bien à plus haute température. Et c'est là où on peut faire un choix justement au niveau des technologies de capteurs. En principe, le départ-départ, il n'est jamais utilisé. On utilise souvent du retour-départ ou du retour-retour. Le retour de départ, la température d'injection dans le réseau, elle est définie par la température du réseau. Donc, il faut que le solaire il fonctionne à débit variable, parce que c'est suivant la surface capteur. En gros, on va adapter le débit dans les capteurs pour qu'on ait la bonne température dans le réseau qui est injecté. Donc, ça demande techniquement un peu plus de travail. D'implantation du champ capteur dans le réseau. Par contre, c'est vrai que le solaire, dans ce cas-là, n'a pas d'influence sur la température de retour. Et ça peut être important si vous avez des chaufferies avec des chaudières qui fonctionnent plutôt à basse température. Si vous avez le solaire qui vient déjà chauffer le retour à 80 degrés et que votre chaudière elle fonctionne mieux à 60 degrés comme est normalement la température de retour, ça peut avoir un impact sur la production de votre chaudière et donc baisser son rendement. Donc c'est bien à étudier en fonction de votre réseau pour voir quels sont les avantages et les inconvénients de l'ajout du solaire. Et enfin, on a le retour. Donc là, on a une augmentation de la température comment dire, je crois qu'il y a une inversion entre les deux. Il y en a une augmentation de la température de retour qui peut, du coup, ce que je vous ai dit avant, c'est vrai pour le retour, excusez-moi. Donc là où ça va avoir un impact sur les chaudières, c'est bien dans le cas du retour où on va chauffer le retour qui va aller dans la chaudière en chaufferie, ici. Donc là, ici, ça peut avoir un impact sur la chaudière, alors qu'effectivement, le retour-départ, justement, on évite cet impact parce qu'en fait, on va prendre sur le retour et en fait, on va envoyer directement sur le départ sans passer par la chaufferie. Voilà, et donc le retour, excusez-moi, c'est là où on a les températures de fonctionnement les plus basses. Donc, du coup, on a un meilleur fonctionnement capteur si on travaille avec des capteurs plus basse température et donc on va augmenter leur production.
Comment optimiser la production solaire thermique? Donc, effectivement, quand je vous dis que les capteurs fonctionnent mieux à basse température, en fait, ici, vous avez la courbe de fonctionnement, le rendement des capteurs en fonction de la température moyenne du capteur et donc de la température en fait, du fluide qui va circuler dedans. Donc, ce qu'on voit, c'est que effectivement, plus la température augmente et plus le rendement il diminue. Donc, vous voyez, on est quand même sur du 80% de rendement au début. Si votre réseau il est basse température, on va avoir un rendement plus important que si vous fonctionnez à haute température. Même si vous voyez, il y a des types de capteurs qui, comme on l'a dit, les capteurs tube fluide peuvent monter plus en température, c'est parce qu'ils ont un rendement qui s'écroule moins que des capteurs plan vitré. Cependant, on remarque que tous les capteurs fonctionnent quand même mieux à basse température. Mais dans le cas où vous ne pouvez pas fonctionner à basse température, à plus haute température, effectivement, là, il faut peut-être privilégier des capteurs avec des rendements plus importants sur ces plages haute température. Donc, c'est là où je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut voir le gain entre capteurs qui ont un rendement plus faible, mais qui sont peut-être moins chers, et capteurs qui vont mieux produire, mais qui sont peut-être un peu plus chers. Donc là, c'est là où on fait la part des choses. Mais en tout cas, si vous voulez optimiser la production des capteurs, il faut absolument abaisser la température de votre réseau de chaleur, que ce soit départ ou retour, suivant aussi la façon de raccorder le solaire sur le réseau de chaleur. Bon, ça a d'autres avantages aussi d'abaisser la température d'abaisser les températures de votre réseau de chaleur, mais il faut savoir que ça favorise encore plus la production solaire thermique. Donc, les bonnes pratiques pour abaisser la température du réseau, je vous en donne quelques-unes, mais il y en a effectivement d'autres. On peut agir, j'essaie d'accélérer, je suis désolée si du coup ça va trop vite, mais on peut agir au niveau des bâtiments qui sont raccordés au réseau, revoir la régulation de chauffage pour abaisser les températures, pour faire un équilibrage, pour que les températures soient correctes, choisir des émetteurs basse température et privilégier un point d'échangeur par usage, donc séparer, mettre un échangeur pour le chauffage et mettre un échangeur pour l'eau chaude sanitaire, pour que, comme ça, on travaille sur les températures les plus basses possibles. Quand vous n'avez qu'un seul échangeur, en fait, il va travailler sur la température maximale. Donc, forcément, vous aurez une température plus haute qui va revenir dans le réseau de chaleur. Et ensuite, on peut agir au niveau de l'exploitation. Donc, ça, c'est à voir avec les exploitants. C'est comment réguler la chaufferie, comment diminuer la température des départs-retours. Donc, c'est jouer avec le débit de votre réseau de chaleur et avec son fonctionnement. Et il faut toujours effectivement un bon entretien du réseau de chaleur. En fait, c'est comme tout, hein, il faut toujours avoir un bon entretien. Et c'est ça qui fait qu'on a une installation qui fonctionne très bien. J'ai fini. Avant de poser les questions, hein, je parle juste. On va aller plus loin sur les réseaux de chaleur dans le prochain webinaire qui a lieu dans 2 semaines. Donc là, on va parler du potentiel, des montages de projets et on va parler d'un exemple d'un réseau de chaleur. Donc, savoir quelles sont les spécificités du réseau de chaleur, le montage de projet et ce qu'on peut attendre de l'ajout de solaire sur un réseau de chaleur. Voilà. Eh bien, merci Julie. Bon, je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, j'en ai pour vous. Voilà, si vous pouvez répondre au petit questionnaire. Et puis, on vous donne rendez-vous le 20 octobre à 11 h. Il y a une question qui est posée, c'est est-ce qu'il existe des outils comparatifs entre l'installation solaire thermique face au photovoltaïque, notamment pour les particuliers qui posent souvent la question. On essaie de ne pas opposer le solaire thermique et le solaire photovoltaïque parce que, en fait, ce sont 2 énergies qui peuvent être complémentaires. Après, je pense que sur les logiciels RE2020 pour faire des calculs, même si ce sont des calculs réglementaires, vous pouvez mettre du solaire thermique et du solaire photovoltaïque et comparer les deux. Malheureusement, sur ces logiciels de calcul, je pense qu'Alexandre Gallo va peut-être me rejoindre là-dessus, mais les logiciels actuels de calcul de RE2020, etc., ils ne valorisent pas autant que ça devrait la production solaire thermique. Mais ça va venir. Donc actuellement, il n'y a pas vraiment de logiciel pour comparer les deux.
ou alors je ne les connais pas. S'il y en a qui les connaissent, n'hésitez pas à répondre du coup dans la discussion. C'est vrai que ce n'est pas C'est tout à fait comparable non plus, hein, le ouais, voilà, photovoltaïque. En tout cas, dans le moteur de calcul, le photovoltaïque va être mieux valorisé parce qu'il produit de l'électricité, donc il va faire descendre fortement le CEP, et ce qui est moins le cas sur le solaire thermique, en tout cas pour l'instant. On va espérer que ça s'améliore dans les quelques années qui viennent. Après, oui, il faut savoir que c'est aussi qu'on essaie de. On ne peut pas vraiment les mettre en. Normalement, on devrait pas ils ne devraient pas être en concurrence parce que ce n'est pas le même usage. On crée de l'électricité avec du photovoltaïque, on crée de la chaleur avec du solaire thermique, donc ce n'est pas le même usage. Même si effectivement, aujourd'hui, on retrouve des systèmes un peu hybrides, mais du coup, voilà, normalement, on ne les met pas en opposition. Après, je pense que le mieux, si on veut faire des comparaisons, c'est de trouver un logiciel photovoltaïque et prendre un logiciel thermique et de faire des simulations chacun du côté pour voir quelle production on obtient avec chacun des systèmes, quoi. Effectivement. Alors, on voit aussi se développer des installateurs ont une demande pour de l'eau chaude solaire avec un ballon électrique et du photovoltaïque. Les prix du marché du photovoltaïque, des fois, font aussi sortir ce genre de choses. Une autre question, c'est pour les écoles qui ne fonctionnent pas évidemment pendant les mois d'été. Est-ce que vous conseillez l'utilisation de solaire thermique? Bah, du coup, non. Non, effectivement, si on devait faire. En fait, quand il y a des bâtiments où effectivement, c'est pas là où vous allez privilégier une installation solaire thermique, parce que sinon, s'il n'y a pas de besoin en été, effectivement, surtout dans des écoles où il n'y a pas beaucoup de besoins d'eau chaude sanitaire, où il n'y a que des besoins de chauffage, effectivement, là, une installation s'entend moins. Malgré tout, avec l'augmentation des énergies, peut-être que ça va commencer à devenir intéressant, mais là, il faut faire attention à ce que on puisse peut-être se servir de l'énergie l'été, soit en mutualisant avec un bâtiment à côté. Par exemple, si vous avez une école qui est à côté peut-être d'un gymnase, et un gymnase qui est bien utilisé l'été, parce que c'est vrai que souvent les gymnases scolaires et tout ça, ils ne sont pas non plus utilisés l'été. Nous, en général, c'est vrai que sur les écoles, c'est pas là où on recommande le plus de mettre du solaire thermique. Et effectivement, dans ce cas-là, c'est peut-être plus tentant de mettre du solaire photovoltaïque parce que là, on revend l'été l'énergie qui ne sert pas et l'hiver, on se sert, ça couvre une partie des besoins électriques. Et après, si c'est sur réseau de chaleur, si l'école est reliée au réseau de chaleur, de toute façon, le solaire sera utilisé. Très bien. J'avais une autre question sur quel est le principe de production d'électricité à partir de l'eau chaude à haute température? Donc ça, on voit plutôt vers le webinaire numéro 1, où tu veux répondre rapidement? Sur le webinaire numéro 1, il faut savoir que c'est un peu le même principe que, il me semble que le nucléaire. On fait du chaud, on fait tourner une turbine, ça crée de l'électricité. Voilà, c'est le même principe. Et puis, une question, qu'est-ce qui est le plus efficace, le PV pour produire de l'eau chaude sanitaire avec un ballon dynamique ou le solaire thermique? Solaire thermique. Solaire thermique, Le solaire thermique, effectivement. c'était Le évident, photovoltaïque, facile de répondre. ouais, c'est très facile. Comme vous l'avez vu, la courbe de rendement Mais ça, c'est pareil, il faut renvoyer au premier webinaire parce que premier webinaire, ce que je disais, c'est que le rendement d'un capteur solaire thermique, il est entre 50 et 80%. Donc, ça dépend des niveaux de température. Quand vous l'avez vu, ça s'écroule un peu au début, mais on reste quand même entre du 50 et du 80% de récupération d'énergie, alors que sur du solaire photovoltaïque, on est 15-20% de récupération d'énergie. Donc, on récupère 3 fois moins d'énergie avec du photovoltaïque qu'avec du thermique, à surface égale. Après, ça veut dire que vous pourriez mettre du photovoltaïque pour faire, mais il faudrait des surfaces beaucoup plus importantes que du solaire thermique.
3 fois plus du coup de surface. Voilà, donc si tu as des éléments de coût, de comparaison, je pense que tu pourras les envoyer à Christine Descaux qui posait cette question dans le chat. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a éclusé la liste de questions et on est impatient de voir la suite, en tout cas pour ma part, avec les intervenants qu'on aura la prochaine fois sur la question du solaire thermique dans les réseaux de chaleur et avec le projet notamment de réseau de chaleur de Narbonne. Et puis, on est avide de vous retrouver donc dans 15 jours. Et puis, je m'excuse s'il y a des questions auxquelles on a eu du mal à vous répondre tout de suite. On reprendra aussi, évidemment, tout le chat avec les questionnaires, les questions, et on essaiera de vous répondre directement. Ou la prochaine fois. Voilà, merci à tous encore et à très bientôt pour... À très bientôt, oui. Merci. Merci. Merci, au revoir.